Merci à tous. Donc, on va commencer le panel de l'après-midi sur les débuts des comparaisons entre la Belgique et le Canada. Donc, je suis très heureux de présenter d'abord Catherine Ardet, donc professeure adjointe au département de sciences politiques de l'Université de Montréal, et par ailleurs belge, mais elle va parler du Canada. Donc, c'est ça, évidemment, le travail universitaire, c'est toujours merveilleux. Catherine, donc tu as 20 minutes. J'ai le devoir de faire respecter le chronomètre. Donc, voilà. Oui, je n'ai pas ma montre en plus. Je ferai des petits signes. Donc, bonjour à tout le monde. Excusez-moi de ne pas avoir pu être présente ce matin, j'enseignais. Je suis effectivement belge, je suis une belge au Canada. Je viens de commencer au département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Je suis très heureuse d'être ici. Premièrement, parce que je vais pouvoir dire 70 et 90 sans me revenir là deux fois. Et aussi parce que, en fait, ça me fait revenir un peu à ma thèse. Donc, moi, je travaille sur les politiques publiques d'immigration, mais j'ai travaillé sur les politiques d'intégration en comparant la Flandre et le Québec. Il y avait une grande partie de ma thèse qui était vraiment une réflexion générale sur comment comparer le Canada et la Belgique, ou quels sont les points communs, les différences. Donc, je suis revenue dans ma thèse de 2017. Les années passent et j'ai vraiment repris tout ce cadre. Donc, aujourd'hui, c'est une mise en regard. Je sais que vous savez déjà des choses. La Belgique, c'est compliqué. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est vraiment la mise en regard du Canada et de la Belgique pour les différences, les comparaisons, pour relancer aussi le dialogue sur pourquoi c'est intéressant qu'on se parle, notamment autour du fédéralisme. Ça fonctionne, ça? Ah oui. Donc, comparer les cadres fédéraux canadiens et belges en sciences politiques ou même en droit ou en histoire, il y a quand même un historique ou comme une tradition de la comparaison. Je pense aux travaux de Serge Jomain, de Joanne Poirier, évidemment, de l'Université McGill qui était à l'ULB avant, aussi de Bernard Fourier, Mine Rechamp, André Lecourt et Daniel Bellance qui ont beaucoup comparé. Yann Herck sur la Flandre, le Québec, moi aussi, c'est des choses que j'ai faites. Donc, on a déjà beaucoup réfléchi à ces comparaisons. Et ce qui est intéressant, je pense que ça se reproche par rapport à trois caractéristiques. La première chose, c'est que dans les deux cas, il y a énormément de débats institutionnels. C'est vraiment comme un moteur de la vie politique, à la fois au Canada et en Belgique. C'est aussi des antagonismes profonds, des relations qui sont antagonistes, qui sont bipolaires, mais non violentes dans les deux cas, avec des groupes linguistiques qui ont des centres de gravité territoriaux et qui ont cette revendication d'avoir une culture distincte, qui nous permet aussi de comparer ou de réfléchir aux deux. Et sûrement, selon moi, le plus important, c'est que les deux sont des systèmes fédéraux, en fait, avec un fédéralisme qui a non seulement un système, mais qui a aussi été comme une solution, une volonté de résoudre ces antagonismes, ces polarités qui existent, même si des deux côtés, on a quand même une remise en question de la possibilité ou fédérale ou de sa capacité à vraiment résoudre les conflits sur le long terme. Donc, Belgique et Canada aujourd'hui. Juste quelques repères géographiques. J'adore toujours dire ça. On a donc 11 millions et demi de personnes en Belgique, mais il y en a 38 millions au Canada. Mais il faut s'imaginer que le Canada, c'est un géant par rapport à la Belgique, parce que si on regarde rien que le Québec, on a 54 fois la Belgique, la superficie donc de la Belgique. Le Québec est 54 fois plus grand que la Belgique et on peut faire rentrer 300 fois la Belgique dans l'ensemble du territoire canadien. Donc, on a quand même des géographies différentes, des densités de population totalement différentes. 4 habitants au kilomètre carré au Canada, 377 habitants au kilomètre carré en Belgique. On peut faire Arlon à Ostende de là à là en 4 heures de voiture, alors qu'il nous faut des heures et des heures d'avion pour passer d'un et de l'autre côté du Canada. Donc, c'est sûr qu'il y a des environnements géographiques, démographiques qui sont différents, mais par contre, dans l'histoire et l'évolution, c'est très intéressant de voir comment ces deux fédérations se sont développées. Et en fait, on a comme une vieille fédération et une très jeune fédération. La Belgique fait un peu une figure de bébé quand on regarde ça, parce que c'est une fédération vraiment récente. Au début du processus, il y a souvent des débats en Belgique quand ça a vraiment commencé. Mais disons, dans les années 70, officiellement, même si ça a été une procédure à plusieurs étapes, il faut attendre 93 pour que ce soit officiellement mis dans la Constitution que l'État belge est un État fédéral. Et surtout, c'est un processus de dissociation. On passe d'un État unitaire décentralisé qui se dite aussi pour devenir un État fédéral, avec des mouvements qui sont quand même centrifuges, notamment en Flandre, comme vous le savez sûrement. Au Canada, la fédération est bien plus ancienne, on remonte à 1867, l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Là, c'est un fédéralisme d'association. C'est des entités qui existaient de manière précédente qui se sont mises ensemble pour former cette fédération, confédération.
avec une constitution canadienne qui regroupe plusieurs lois et qui constitue en fait aujourd'hui les lois suprêmes du Canada. Du côté belge, cette fédération qui est relativement jeune évolue constamment. Elle est en perpétuelle évolution, vous connaissez les différentes réformes de l'État, mais donc quand on voit ça, on se rend compte qu'il y a des réformes qui sont récurrentes, 70, 80, 80, 83, 2000, la dernière, la 6e, dans les années 2012 à 2014. Donc on révise régulièrement le système fédéral ou comment la fédération fonctionne. On le révise surtout au niveau de la répartition des compétences avec des jeux de ce qu'on appelle fédéralisation ou défédéralisation, c'est des termes, mais de moins en moins de pouvoir du pouvoir fédéral et de plus en plus vers les entités fédérées, même s'il y a des débats sur l'opportunité ou non de faire le mouvement contraire, de reprendre certaines choses qui ont été données aux entités fédérées pour le ramener au niveau de l'autorité fédérale. Du côté du Canada, les transformations constitutionnelles qui sont formelles sont relativement rares, en fait. On a des dernières tentatives de répartition des compétences des années 60, 80, mais on a une relative quand même paralysie, on pourrait dire, ou en tout cas un statu quo de réforme institutionnelle qui va conduire à d'autres moyens de faire bouger les choses. Ça veut dire qu'on ne peut pas bouger les choses, mais c'est un processus qui est beaucoup plus paraconstitutionnel, beaucoup plus fluide, beaucoup plus informel, qui joue beaucoup plus, par exemple, sur les relations intergouvernementales. Il y a beaucoup de similarités aussi, c'est ça qui nous intéresse peut-être aujourd'hui. Entre les deux, on a deux systèmes parlementaires, des monarchies constitutionnelles. On a des fédérations qui sont plurinationales, donc au sein desquelles on a des groupes qui se considèrent comme distincts et qui le revendiquent en tant que tels. On a aussi des sociétés multiculturelles. J'aime bien l'expression de Marco Martinello qui dit que l'immigration dans les deux cas est venue en fait diversifier des sociétés qui étaient déjà divisées. Donc évidemment, on a deux cas de sociétés divisées mais qui sont de plus en plus diversifiées. Et on a des régimes linguistiques qui sont plurilingues, avec évidemment des aménagements qui sont tout de même différents. En fait, en Belgique, il y a 3 langues officielles, le français, le néerlandais, mais aussi l'allemand au niveau fédéral. Donc, même si dans les faits, c'est relativement ce qu'on appelle un bilinguisme de juxtaposition, c'est ça qui est le plus présent. Mais surtout, on a un principe de territorialité des lois linguistiques. En Flandre, on parle le néerlandais. En Wallonie, on parle le français, sauf sur le territoire de la communauté germanophone où on parle l'allemand officiellement. Et il y a une entité qui est officiellement bilingue, c'est la région de Bruxelles-Capitale. Ce qui fait qu'on a à la fois des entités et des régions linguistiques qui vont se montrer. Donc, si vous avez su mon petit... Ça veut dire une région bilingue, mais 3 régions unilingues. Juste elles ont des langues différentes. Au Canada, c'est officiellement bilingue anglais et français au niveau du fédéral. C'est fondé sur le principe en général de la personnalité des lois linguistiques. Par contre, les entités fédérées, on a différents régimes. On a une entité fédérée qui est francophone, on a une entité fédérée qui est officiellement bilingue selon la Constitution, mais on a d'autres entités qui sont anglophones, mais qui vont accorder des droits aux francophones qui sont variables. Et on a aussi certains territoires qui reconnaissent un statut officiel aux langues autochtones. Par rapport encore à ces similarités, dans les deux cas, on a vraiment un système qui est très dualiste. Il met en regard 2 grandes communautés, 2 grands groupes, qui est aussi des fédéralismes où les relations sont intergouvernementales. Mais la grande différence, ça va être cette question d'asymétrie. Je pense que vous en avez parlé ce matin, mais c'est toujours bien de rajouter une couche. La fédération belge, la Belgique, est partiellement asymétrique. Sur le plan institutionnel, donc de l'organisation des institutions, il y a une asymétrie de jure parce qu'il y a eu une fusion de la région flamande et de la communauté flamande, une fusion qui n'existe pas du côté francophone. Par contre, en ce qui concerne les compétences, en général, il n'y a pas d'asymétrie, sauf dans certains cas, parce que du côté francophone, il y a une possibilité de transférer certaines compétences de la région, de la communauté française qui a des problèmes financiers récurrents, à la région wallonne et à Bruxelles, sauf qu'à Bruxelles, c'est la commission communautaire française. Je donne un exemple de mes matières, c'est le cas en intégration, par exemple. La compétence de l'intégration en Belgique est comme ça. Du côté flamand, ça va être la communauté flamande / région flamande, cette entité ensemble, mais du côté francophone, c'est extrêmement disparate parce qu'on va avoir à la fois la communauté germanophone qui a toujours été compétente, la région wallonne qui est compétente, à Bruxelles, la commission communautaire française, mais pas son équivalent néerlandophone. Donc, vous voyez aussi qu'au niveau des compétences, ça a des implications. Du côté du Canada,
on a une fédération qu'on pourrait dire partiellement asymétrique. Sur le plan institutionnel, la fédération va être largement symétrique. On a deux types d'entités, mais qui sont de même niveau, les provinces, les territoires, donc 10 provinces, 3 territoires. Au niveau des compétences en tant que telles, c'est peu d'asymétrie de jure, mais par contre, il y en a beaucoup plus de facto, parce qu'on va exercer certaines compétences en fonction de manière différenciée grâce à des accords bilatéraux qui existent entre les provinces et les territoires. En immigration, c'est le cas. Par exemple, la compétence d'immigration, le Québec a bien plus de pouvoir en immigration pour sélectionner, pour intégrer ces immigrants que n'importe quelle autre province. Certaines autres provinces peuvent aussi sélectionner leurs immigrants, mais donc là, on a bien une asymétrie dans les faits qui a été négociée par l'intermédiaire d'accords bilatéraux. Et finalement, ces deux fédérations en fait non hiérarchiques, les normes sont équivalentes, donc il n'y a pas de norme qui va sur les autres, sauf au Canada, dans certains cas, il y a quand même quelques compétences qui sont dites concurrentes, donc où il y a in fine, c'est le cas notamment de l'immigration, mais qui devrait avoir in fine une prévalence au niveau fédéral. Qu'en est-il du dynamique fédérale et des systèmes politiques? Donc là, on a aussi toute cette complexité belge qui arrive. La plus grande complexité belge, vous l'aurez peut-être compris grâce à maintenant, c'est cette superposition de deux types d'entités fédérées. C'est le fait qu'on a à la fois un fédéralisme qui est dit territorial et un fédéralisme qui est dit quasi-personnel sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Parce qu'on a deux niveaux d'entités qui ne se correspondent pas et qui ne sont pas équivalentes. C'est pour ça qu'on parle d'un fédéralisme multiniveau. Donc, avec ces trois régions, ces trois communautés qui ne sont pas équivalentes et qui aussi sont basées sur des principes différents, un principe territorial pour les régions et un principe quasi personnel pour les communautés. Ça mène aussi à une répartition des compétences qui est, c'est Joanne Barnier qui parle d'une répartition des compétences en dentelle. Normalement, les compétences sont exclusives, mais le fait qu'elles aient été négociées, je vous ai dit, ce fédéralisme est en constante évolution. On a plein de négociations institutionnelles et de compromis, de divisions qui font. Ça fait que ces étapes successives ont vraiment comme mené, en fait, la vérité, à des marchandages. Certaines compétences ont été défédéralisées parce que les francophones le voulaient, mais pas vraiment les flamands, puis inversement. Ce qui a mené à une répartition des compétences qui est extrêmement complexe à comprendre et qui parfois n'est pas gouvernée par les principes, disons, que ça fonctionne le mieux possible. Il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas toujours, parce que le partage, en fait, il est fait de ces marchandages et donc extrêmement compliqué et beaucoup moins cohérent. Au Canada, c'est un fédéralisme qui est territorial, on peut le qualifier du coup de fédéralisme simple. Il y a les entités fédérées, les 10 provinces, les 3 territoires. La répartition des compétences, elle date de 1867, mais elle est incomplète et surtout, elle est en partie obsolète, on pourrait dire. C'est pour ça qu'il y a eu une évaluation de l'interprétation des compétences qui a eu plusieurs phases. Donc, parfois, les gens parlent de valse à 3 temps ou autre, parce qu'il y a eu différentes interprétations de qui a le droit de faire quoi. Donc, en général, on dit que c'est un principe d'exclusivité, mais il y a quand même quelques compétences concurrentes, par exemple l'immigration, l'agriculture, les pensions. Et parfois, il y a quand même des chevauchements de compétences qui peuvent advenir malgré cette répartition formelle de départ. Au niveau de la dynamique fédérale, la dynamique fédérale belge, elle est extrêmement bipolaire. Elle se passe vraiment entre les deux communautés, entre les francophones et les néerlandophones, même si structurellement, on pourrait dire que c'est un fédéralisme multipolaire, vous avez plusieurs entités, vous avez au moins 3 entités, mais on a vraiment cette opposition constante et en fait, le centre, l'autorité fédérale en tant que telle est relativement faible, ce qui fait que toutes les institutions fédérales sont traversées par ces dynamiques bipolaires et sont même organisées en fait en conséquence pour garantir des représentations de chaque groupe dans les deux. Au Canada, on a une dynamique qui est bipolaire aussi, beaucoup. On sait, il y a des tensions fréquentes entre Québec et Ottawa ou Québec et le reste du Canada. Mais on peut aussi voir que dans certaines matières, il y a des tensions qui sont multipolaires avec certaines provinces qui vont pouvoir s'allier. Ça renvoie à tous les débats que vous connaissez sur le nombre idéal d'entités fédérées, par exemple, dans une fédération, pour justement éviter que ce soit toujours les mêmes coalitions qui bloquent ou que les rapports de force soient trop forts.
Et donc, on a un centre, par contre, au Canada qui est relativement fort, surtout quand il y a un gouvernement majoritaire, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais on a un centre qui est quand même assez fort, avec des traits plus centralisateurs, et certaines institutions qui ont des représentations régionales, mais ce n'est pas comme en Belgique où c'est toujours le cas, c'est plutôt par tradition et ce n'est pas constitutionnellement garanti comme en Belgique. Le système électoral, vous le savez sûrement, mais ça influence beaucoup sur la dynamique politique actuelle. Mais d'un côté, on a un système proportionnel pur et des gouvernements de coalition à la fois au niveau fédéral et au niveau fédéré, alors qu'au niveau du Canada, on a un système majoritaire à un tour, uninominal à un tour. C'est quand même important parce que ça donne des partis qui sont différents, des forces politiques et des organisations. Et c'est peut-être d'ailleurs, selon moi, une des choses les plus importantes à comprendre, même par rapport à cette dynamique politique, l'organisation des partis politiques est très différente. Pour les Belges, vous savez que tous nos partis sont scindés sur le plan linguistique, sauf le PTA, c'est pour ça que je l'ai mis presque tous, le Parti du travail. Mais donc, ils sont presque tous scindés sur le plan linguistique, ce qui va vraiment renforcer aussi cette bipolarité, puisque chaque parlementaire n'est élu que dans sa communauté. Donc, le parlementaire francophone n'est élu que dans sa communauté francophone, et même en fait dans sa circonscription, mais soit. Et du côté flamand, c'est la même chose. Par contre, il y a une vraie intégration verticale des partis. Les partis qui sont à l'échelle régionale ou des communautés sont les mêmes que ceux à l'échelle fédérale. C'est la même organisation, le même président de parti, les mêmes personnes. Donc, ça permet quand même une certaine cohésion de communication entre des ordres de gouvernement qui sont distincts, même si c'est totalement séparé par rapport à la frontière linguistique au Canada. Ce n'est pas le cas. En fait, on a des partis nationaux, mais qui sont quand même plus faibles, et surtout, il n'y a aucune intégration formelle entre formations politiques de la même orientation qui est au niveau fédéral et fédéré, je sais pas, Parti québécois et Bloc québécois, ou les libéraux dans certaines régions et autres. On va dire qu'il n'y a pas des liens, etc., mais il n'y a pas d'intégration verticale des partis en tant que tels. Donc ça fait vraiment le tour un peu des grandes caractéristiques. J'ai l'impression que je mets un peu la table pour ce qui arrive après. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la comparaison entre la Belgique et le Canada, puis à ce niveau-là, c'est ces forces du nationalisme, puis ces oppositions, cette bipolarité qui est très forte et qui a inspiré beaucoup de travaux de comparaison, parce que je pense qu'il y a certaines dynamiques qui sont sous-jacentes, qui sont importantes. La comparaison est parfois rendue difficile, selon moi, en tant que politologue, par la différence forte dans le système des partis, dans le système électoral, qui fait que certaines dynamiques sont extrêmement différentes. Et surtout, je voudrais juste parler de policy learning. Donc, il y a beaucoup en fait, d'échanges entre la Belgique et le Canada au niveau politique, parlementaire ou fédéral, avec des missions de l'un à l'autre. Puis moi, dans ma thèse de doctorat, j'ai étudié les débats parlementaires à l'Assemblée nationale du Québec et au Parlement flamand pendant plus de 25 ans. Et en fait, c'est tout à fait fascinant de voir comment la Flandre parfois fait référence au Québec, ou comment le Québec fait référence à la Flandre, ou comment parfois la Belgique fait référence au Canada et autres. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans nos comparaisons aussi, c'est qu'on doit reconnaître qu'en fait, il y a des instances, les représentations, les experts, il y a énormément d'échanges en tant que tels. Et mon dernier point, c'est que de plus en plus, je suis convaincue de la nécessité de comparer les deux, mais au niveau des entités fédérées. Donc moi, je pense qu'on apprend beaucoup plus à comparer, par exemple, des provinces avec des entités fédérées belges, que ce soit des régions ou des communautés, que d'avoir ce grand cadre fédéral, parce que c'est là que vraiment les différences se jouent, qu'on peut avoir des instances, par exemple, qui sont intéressantes, que ce soit en politique publique ou en politique fiscale ou en politique sociale. C'est vraiment une échelle d'analyse qui est extrêmement importante aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant, j'ai évidemment le plaisir de présenter un de mes doctorants, donc Maxime Fontaine, donc, qui fait une thèse de doctorat notamment sur le fédéralisme et sécurité sociale, et qui là va approfondir la répartition des compétences, évidemment, dans le domaine de la santé en Belgique. Je pense que les différents exposés vous permettront de mieux comprendre et qu'on entre de plus en plus dans la technique institutionnelle belge. Oui, je pense. Et puis aussi, quand on dit approfondir en 20 minutes, vu la complexité dont on a déjà parlé jusqu'à maintenant, je suis vraiment ravi, en plus, qu'on ait eu une deuxième présentation qui résume encore quelque chose, parce que j'avais même prévu encore une. Peut-être que je vais quand même la repasser une petite fois, ou même une troisième fois sur certains éléments, parce que c'est vraiment central pour la compréhension de la répartition des compétences, de savoir qui finance quoi, qui dépense quoi. Donc, dès qu'on commence à rentrer dans toutes ces questions de finances publiques belges, il y a vraiment la difficulté de savoir qui a la responsabilité de quoi. Et donc,
je reviendrai un petit peu là-dessus. Au niveau de la présentation, comme j'avais dit, j'avais prévu un bref rappel parce que aussi Benoît me dit qu'il a préparé la chose ce matin pour que ça soit plus clair pour moi, mais en réalité, dès qu'on rentre par rapport à ce qui a été dit, quand on rentre vraiment dans les questions de sécurité sociale, on rentre encore dans un monde qui est différent. Alors, d'abord, il y aura aussi la question de quoi est-ce qu'on parle? Parce que quand on dit sécurité sociale, en Belgique, avec tous ces transferts de compétences justement qui ont lieu, eh bien en fait la sécurité sociale a été splittée à plein de niveaux. Donc quand on regarde les chiffres, en fait, il faut bien être au courant de savoir qu'est-ce qu'on regarde. Est-ce qu'on regarde vraiment sécurité sociale stricto sensu? Est-ce qu'on regarde de la protection sociale de manière plus large? Est-ce qu'on regarde des données qui sont plutôt budgétaires, des données qui sont plutôt comptables, des données disons, qui ont été rendus comparables à d'autres pays européens ou pas. Donc ça, c'est vraiment la première question, c'est revenir un petit peu, qu'est-ce qu'on entend par protection sociale en Belgique. Alors, une fois qu'on a pu rentrer là-dedans, on va voir que la dernière réforme de l'État, qui a eu lieu effectivement donc, récemment, on peut dire, qui a fini son implémentation en 2014 et qui a été mise en place en 2015 et 2016, avec même encore certaines entités qui ont traîné jusqu'en 2020. On va voir un petit peu quelles ont été les conséquences pour la sécurité sociale. Et enfin, j'insiste, voilà, je vous présenterai quelques petits graphiques sur le financement, en sachant que le financement, je participais récemment à un certificat sur la sécurité sociale. Le financement, c'était 1 journée et demie de présentation. Donc, en 20 minutes, et même là, en 5 minutes, je vais devoir vraiment être beaucoup plus court. Voilà, donc ici, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais s'il est vraiment très, très important que vous ayez en tête la différence entre, d'une part, les régions et d'autre part, les communautés. Donc, vous voyez en haut la carte, en haut à droite, 3 régions relativement simples pour les matières liées au territoire, donc avec la région wallonne, la région flamande au nord, donc la région wallonne au sud, la région wallonne au nord et Bruxelles au centre. Et donc, pour tout ce qui est les compétences socio-économiques, aménagement du territoire, logement, on voit déjà qu'on va se rapprocher de la protection sociale. Ensuite, donc les communautés. Ici, la carte en bas à droite, donc comme ça a été dit, communauté française sur le territoire wallon, hors communauté germanophone, la communauté est sur le territoire de Bruxelles, communauté germanophone sur le territoire wallon, et alors communauté flamande en région flamande et sur le territoire bruxellois aussi. Et donc ici, on est pour toutes les matières personnalisables, comme nous disons, et donc liées aux personnes pour les compétences liées à enseignement, culture, et là, évidemment, beaucoup liées à la sécurité sociale, nous le verrons. Alors, si on regarde la protection sociale en Belgique, ici, donc, j'ai fait aussi les chiffres de 2019 pour éviter les perturbations liées à la crise sanitaire, on voit que pour un PIB d'environ 700 milliards de dollars canadiens, la protection sociale représentait 190 milliards, soit quand même 27,32%. Donc, on voit que ce sont quand même des sommes très, très importantes, avec évidemment une place prépondérante pour tout ce qui est retraite. Donc, on voit ici 40% liés à la vieillesse et 6% liés à la survie. Donc, on est presque à la moitié des dépenses liées donc, aux pensions. Et alors, le deuxième poste très, très important en protection sociale en Belgique, c'est la maladie. Donc, comme on le voit, 2 choses liées à l'âge, évidemment, très, très fort. Et alors, avec des plus petits montants liés à l'assurance invalidité et au chômage, sachant que le chômage a fortement baissé ces temps-ci et s'est fait dépasser en Belgique récemment par les dépenses en invalidité, donc incapacité de travail, et alors des dépenses liées donc aux allocations familiales qui apparaissent donc ici dans ce tableau, mais comme si vous avez bonne mémoire, ça a déjà été rappelé, cette matière a été transférée en 2014 et donc ici vous avez vraiment l'entièreté des matières, mais vous verrez qu'il y a eu des transferts importants et que en réalité tout ça est splitté entre tous les niveaux de pouvoir. Alors je reviens avec un tableau qui vous a été justement présenté ce matin. Donc, vous voyez bien ici la différence entre 2014 et 2015, où on voit vraiment qu'il y a une partie de sécurité sociale qui est vraiment passée. Ici, on est
pas passer là, de 23,1 sur les 51,6 du PIB que représentait l'ensemble des dépenses primaires, et qui passe donc à 19,6. Et donc, c'est vraiment dans ce genre de graphique-là qu'on voit vraiment que la sécurité sociale stricto sensu, en réalité, va plutôt baisser, alors que les dépenses en sécurité sociale réelle augmentent. Et donc, c'est ça qui est évidemment très difficile à saisir si on ne connaît pas bien la Belgique. Alors, je passe directement à la 6e réforme de l'État, donc qui a concerné principalement, en tout cas en grande partie, des compétences liées à la sécurité sociale, et en particulier les allocations familiales pour 10,1 milliards de dollars canadiens, 7,4 pour des matières liées à la santé. On va voir principalement liées aux personnes âgées et en grande partie aussi liées aux hôpitaux. Et alors 6,9 milliards liés au marché du travail, qui elles-mêmes étaient déjà des compétences pas tout à fait, voire pas sécurité sociale, qui était plutôt État fédéral. Il y avait une partie entre les deux, et donc on transfère tout ça aux régions. Et donc on va voir à ce moment-là que déjà on a des compétences qui étaient dans deux niveaux de pouvoirs centraux qui viennent à un pouvoir inférieur. Alors, toutes ces matières-là ont été transférées un petit peu à tout le monde, c'est-à-dire aux communautés, à la COCOM, c'est-à-dire en réalité les communautés sur le territoire de Bruxelles pour les matières qu'elles ont en commun, ça vous a été expliqué ce matin, si vous avez un souvenir. Donc ça veut dire que ce n'est pas transféré à la région de Bruxelles-Capitale, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on transfère aux deux communautés sur Bruxelles, sachant que la région est une région bilingue sur Bruxelles. C'est exactement la même chose, mais ce n'est pas la même chose. C'est la complexité. Et alors, il y a certaines matières qui, comme ça a été dit aussi, ont été transférées aux communautés, qui sont reparties ensuite aux régions. Alors, ce que j'ai choisi, ah oui, et alors aussi, et ça, je vais pas regarder l'heure malheureusement, mais il y a aussi des implémentations qui vont être très différentes. Je vais vraiment être court sur cette question-là, c'est que globalement en Belgique, on a plutôt une gestion de la sécurité sociale basée sur des accords entre les syndicats et les organisations patronales qui se mettent d'accord ensemble, et l'État joue un rôle mineur. Le problème, c'est que dès qu'on transfère ses compétences en sécurité sociale, chaque entité va pouvoir faire un petit peu ce qu'elle veut. Et là, on voit des grosses différences avec la Flandre, qui, elle, passe plutôt dans une gestion administrative. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les syndicats, les organisations patronales ne jouent plus de rôle. C'est-à-dire que c'est le ministre qui prend la décision et fait une réforme. Alors que pour la région wallonne, on garde ça. On garde cette gestion entre les interlocuteurs sociaux. À Bruxelles, comme d'habitude, comme c'est un petit peu flamand, un petit peu franco, enfin un petit peu, voilà, on fait les deux en même temps. Et ici, je vais vous prendre 3 exemples donc, lors de cette réforme pour vous montrer un petit peu la complexité de la chose. Le premier exemple a trait à l'emploi et au chômage, en sachant que le chômage n'a pas été transféré, donc les allocations de chômage restent une compétence attachée à la sécurité sociale, comme le droit du travail qui reste décidé par le fédéral et pas par les régions ou les communautés. Par contre, il y avait déjà eu un certain nombre de transferts de compétences et qui s'étaient renforcés liés à la formation. Donc, on va former les chômeurs pour retrouver du travail au niveau des régions. On va contrôler s'ils recherchent activement du travail ou pas au niveau des régions. Et les régions auront aussi des compétences pour les aider à retrouver du travail en justement réduisant les cotisations sociales liées à ces travailleurs-là, mais pas à leur employeur. Pas toujours. Et alors, d'autre part, des aides à l'emploi, c'est-à-dire des montants qui vont venir accompagner le chômeur pour retrouver un emploi. Alors, évidemment, l'idée de tout ça, c'est de dire on se fait transfert de compétences, et ça a un certain sens, parce qu'il y a des marchés du travail qui ne se ressemblent pas. On voit que le taux de chômage en Flandre est de 3,6%, en région wallonne, il est de 8%, et il est de 11,3% en région de Bruxelles-Capitale. Donc là, on voit que justement, leur permettre de faire ces différences permettront à chaque région de mieux faire en sorte que ça matche entre les compétences du travailleur qui vont être développées et le marché du travail. Le problème, je dirais le désavantage principal de ce genre de transfert de compétences, c'est qu'il y a une des régions qui met une politique en place qui fonctionne très bien, ça veut dire qu'il y aura des chômeurs en moins, qui va bénéficier de cette politique-là, ben c'est la sécurité sociale, puisque c'est toujours elle qui est en charge de payer les allocations de chômage.
Donc, ça veut dire qu'une région qui fait bien son job n'en bénéficie pas. Et donc, évidemment, ça, c'est le split des compétences entre les deux niveaux de pouvoir qui peut créer, en tout cas, un certain nombre de problèmes. Alors, outre cela, ça apporte évidemment, et là, j'ai fait exprès de mettre ces graphiques-là illisibles, ça, c'est nous, quand on s'intéresse juste aux compétences liées au comment est-ce qu'on va aider les chômeurs à trouver du travail via des baisses de cotisations sociales ou via des aides à l'emploi. Ça, c'est un petit peu tout le paquet. Et alors, chaque fois, c'est réparti entre les niveaux de pouvoir avec parfois juste partiellement. Et donc, vous avez tout comme ça pour chaque niveau, pour les jeunes, pour les vieux, pour le personnel de maison, pour les gardiens d'enfants, pour les artistes. Et alors, nous, on s'amuse comme ça à faire des passages d'un niveau à l'autre, vers le bas, le plus souvent. Et donc, voilà, c'était juste pour vous montrer la complexité. On arrive aux allocations familiales qui ont également été transférées. Avant, on était dans une politique nataliste qui faisait qu'au plus on avait d'enfants, au plus les allocations familiales étaient élevées. Ici, on a dit, bon, on va transférer la compétence, chaque entité va pouvoir faire ce qu'elle veut, et donc, vous soyez à Bruxelles, en Flandre, etc., vous pourrez faire ce que vous voulez, garder cette idée-là ou non. Mais on voit qu'en réalité, le montant de base qui est versé aux enfants après réforme dans les 4 modèles est quasiment le même. 150, 160, 155 ou 157 €. Donc, d'une certaine façon, le transfert de compétences n'a mené à quasiment aucune différenciation. Donc, il y a une réforme majeure. On était à 95, 175, 250 pour le premier enfant, le deuxième et le troisième. On a juste mis le même montant pour tous, mais globalement, toutes les entités ont fait la même chose. Mais pas tout à fait quand même, parce que certaines entités, avec des populations plus pauvres, ont quand même décidé, si on fait les calculs, d'offrir des aides plus importantes. Au contraire, d'autres ont préféré, donc, pour les citer, la communauté flamande, entité beaucoup plus riche, a décidé de favoriser la classe moyenne. Et donc, a fait des montants pour une famille sans supplément sociaux, donc sans aide en plus, avec 2 enfants, c'est elle qui aura le montant le plus élevé. À l'inverse, quand il s'agit d'une famille précarisée, vous avez plus intérêt à être à Bruxelles, en région wallonne ou en communauté germanophone. Donc, à la fois, ça peut sembler se ressembler, et à la fois, chaque entité a quand même adapté aux préférences de sa propre population qui n'avait pas spécialement envie d'aider les mêmes personnes. Et d'autre part, sur le temps long, on n'a vraiment pas le temps, la communauté flamande a refusé d'indexer ce montant-là, ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, en fait, elle a définancé les enfants, alors que les autres régions non. On arrive maintenant aux soins de santé. Alors, c'était amusant d'entendre ce matin qu'en Suisse, on peut avoir une réforme de pension qui est implémentée seulement plusieurs dizaines d'années plus tard, etc. En Belgique, on fait vraiment encore mieux. Hein. Donc, en Belgique, les soins de santé sont une compétence des communautés, sauf l'assurance maladie, et donc principalement les soins de santé, qui est une compétence fédérale, sauf les infrastructures hospitalières qui sont une compétence des communautés. Donc il y a un double sauf, alors qu'on aurait pu laisser juste aux communautés. Non, 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 on a fait un double sauf. Et bien entendu, ce sauf, le dernier sauf, vous êtes à la communauté française, a transféré à la région. Évidemment, parce que bon, c'était pas marrant. Donc, pour vous dire, la Suisse, maintenant, on va se dire même dizaine d'années, et ça date de 1980. Donc, c'est pas qu'on n'a pas eu le temps de régler ce petit problème. Du coup, on se retrouve avec des hôpitaux qui sont financés par quasiment tous les niveaux de pouvoir, enfin, qui ont un lien avec quasiment tous les niveaux de pouvoir. Ce sont les régions qui financent les infrastructures, donc la construction. Une fois que vous l'avez construit, vous allez à l'hôpital, c'est la sécurité sociale qui va vous rembourser, en fait, certains soins. Mais comme ce n'est pas suffisant, vous avez le niveau fédéral qui va donner de l'argent à tous les hôpitaux. Il y a les communautés qui, elles, vont continuer à s'occuper des hôpitaux universitaires, mais c'est l'administration wallonne de la région qui va s'en occuper quand même, mais c'est voilà, plus donner les agréments par rapport aux règles que le fédéral a lui-même mis en place. Donc ça, c'est les hôpitaux, aujourd'hui en Belgique. Et donc, évidemment, cet éclatement des compétences est extrêmement critiqué, et c'est vrai que la question dit, est-ce qu'on refédéraliserait pas tout, on remonterait pas tout? Et ça, c'est très difficile, par contre, en Belgique à entendre du côté flamand principalement. Et du coup, est-ce que finalement, on ne transférerait pas tout?
Et alors, évidemment, on a plein de problèmes, c'est que la prévention, c'est les communautés, il y a les personnes âgées, donc il y a parfois 2 hôpitaux qui se touchent, mais qui ne dépendent pas des mêmes, donc ils n'ont plus le droit même de se téléphoner. Et ça, c'est vrai. Et alors, évidemment, dans un pays extrêmement petit, comme ça a été dit, un pays minuscule, avec des gens qui bougent beaucoup, mais en réalité, c'est parce qu'ils bougent de 10 ou 15 km, c'est tellement petit. Et donc, comme vous voyez ici, par exemple, au niveau francophone, ici, vous avez 40%, de 30 à 40% des gens qui vivent dans cette province-là, qui est minuscule, qui va se faire soigner en fait à Bruxelles, qui n'est pas la même région, et donc qui n'est pas financée de la même façon. Ici, vous avez des personnes qui vont se faire soigner là. Ici, vous avez des personnes en Flandre qui vont se faire soigner aussi à Bruxelles, bien sûr. Donc, vous voyez, il y a une interconnexion très, très forte. Et malgré cela, on arrive à éparpiller cette question. Voilà. Maintenant, rapidement, il me reste combien de temps? 4 minutes. Au niveau du financement, tout ça, globalement, tout ce que je vous ai montré là, ça a été financé par des dotations. Donc, c'est ce que vous avez appelé, si je comprends bien, des transferts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'État central décide de donner une somme qui est censée correspondre aux besoins de chacun, et puis après, chacun fait ce qu'il veut. Vous avez vu, je vous ai montré qu'il valait mieux ne pas être en Flandre si vous êtes précarisé. Là, le problème, c'est que les précarisés, ils sont principalement pas en Flandre. Donc, si les réformes qui ont été menées en région wallonne et en région bruxelloise ont coûté en réalité très cher, et à Bruxelles surtout, ont coûté très cher, mais c'est un choix. Chaque entité a fait son choix. Si on regarde le financement de la sécurité sociale, donc ici on parle bien de la sécurité sociale au sens strict, pas ce que je vous ai montré avant, c'est-à-dire que jusqu'en 2010, vous avez toutes les compétences que vous venez de voir qui ont été transférées, et à partir de 2015 et 2017, elles ont été transférées. Donc, vous voyez que globalement, il y a 4 sources de recettes. Les cotisations en mauve ici, des subventions de l'État direct, de la fiscalité, donc l'État qui prélève des recettes fiscales, et alors quelques autres. Alors, vous voyez que dans le temps, donc entre 1995 et 2010, donc avant la réforme, on a la part des cotisations sociales qui baisse. À l'inverse, on a les recettes fiscales qui deviennent de plus en plus élevées. Puis, on a un transfert de compétences, comme vous l'avez vu, donc allocation familiale, emploi, santé. On va aller chercher une dotation et non pas des cotisations, alors que ça aurait pu avoir une certaine logique, puisque la sécurité sociale se finance principalement par ça. Et donc, vous avez des dépenses qui quittent la Sécu au sens strict, et donc vous avez la part des cotisations qui remonte au niveau plus ou moins où elles étaient en 1995. Donc, c'est pour ça que je dis souvent à mes étudiants aussi, si vous regardez les chiffres sur la sécurité sociale en Belgique, il faut faire très, très attention, on finance quoi en fait? Et là, c'est la même chose, ça va baisser. Pourquoi? C'est juste une question comptable, c'est parce que les pensions de l'État, pour faire simple, n'étaient pas dans la Sécu et intègrent le périmètre de la Sécu. Et donc, vous avez l'autre partie subvention, c'est en réalité le financement des pensions publiques qui est mise dans la Sécu, et donc on va juste prendre l'argent et on le remet là. Donc, il faut toujours faire attention quand on parle de financement de la Sécu. Alors, ici, donc on reste, comme vous l'avez vu, dans une part des cotisations très très élevées ici en mauve ou en bleu plutôt, et donc on reste dans un modèle bismarckien assez classique, sauf que en fait, quand on regarde quand même en bas 100, c'est-à-dire qu'on remet tous les chiffres pour ces 4 sources de financement, ben, entre 1995 et 2017 ici, ben, on peut voir quand même que les recettes fiscales, elles augmentent fortement. Donc, globalement, on est quand même dans un système qui se fiscalise de plus en plus, alors que les cotisations sociales sont en légère hausse sur la même période. Donc ça, c'est peut-être des éléments un peu plus qui sortent un petit peu des questions communautaires en particulier. Et aussi, peut-être, sur ces cotisations sociales en particulier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Belgique, comme on peut le voir, il y a globalement les cotisations patronales du secteur privé. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'au Canada, ça fonctionne. Mais chez nous, donc, on a 2 types de cotisations. C'est les cotisations patronales que l'employeur verse sur votre salaire et celles que vous versez. C'est ce qu'on appelle les cotisations personnelles. Et donc, on peut voir que dans le mix, sur la période encore de 1995-2017, on voit que les cotisations patronales du secteur privé baissent. Elles baissent quand même de manière assez significative, tandis que les cotisations personnelles restent plus ou moins stables.
Et par contre, on va avoir toutes les cotisations patronales du secteur public qui montent, parce qu'on engage de moins en moins de fonctionnaires, on engage de plus en plus de salariés dans la fonction publique. Mais je ne sais pas si, encore une fois, au Canada, il y a l'idée de nommer un fonctionnaire qui touche du coup une pension meilleure, on reste plus que voilà. Et alors, ici, de la même façon, c'était juste pour vous montrer un petit peu la tendance en Belgique. Vous avez les cotisations des salariés du secteur privé, encore une fois, qui pèsent sur la période, tandis qu'à un moment donné, vous avez les cotisations du secteur public et les pensions du secteur, et les cotisations liées aux pensions du secteur public qui sont en hausse. En gros, pour dire que en Belgique, le secteur salarié privé classique cotise de moins en moins à la sécurité sociale. Voilà, merci beaucoup. Notre dernier exposé, mais là je pense que je ne dois pas le présenter beaucoup à la salle. Donc, rebonjour Daniel, professeur à McGill et au département de sciences politiques et directeur de l'Institut d'études canadiennes. Daniel, je te laisse la parole. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui. J'aime beaucoup la Belgique, mais je ne parlerai pas de la Belgique aujourd'hui. Lorsque j'entends parler de la Belgique, j'ai toujours envie de m'acheter un billet d'avion, de retourner là-bas pour faire des interviews, parce que j'avais fait en 2004 et en 2014 des séries d'interviews avec des gens à travers la Belgique et j'aime beaucoup étudier la Belgique. Mais là, on parle du Canada il y a beaucoup de choses à dire. Donc, c'est très, très général comme présentation, en partie parce que je voulais que nos amis belges et suisses comprennent un peu la dynamique politique du fédéralisme fiscal au Canada. Et pour nos amis ici, québécois, canadiens, c'est une façon de comparer les dynamiques, surtout comparer le débat sur la santé et le débat sur la péréquation d'un point de vue politique. Et vous savez, le fédéralisme fiscal, c'est quand même au Canada très controversé et on en parle beaucoup dans les médias, surtout en ce moment la réforme de la santé. Donc aujourd'hui, je vais m'attarder sur 3 réalités. Je vais commencer quand même parler un peu de la pandémie et son impact sur le fédéralisme fiscal. Ensuite, je vais mettre l'accent sur la question des soins de santé parce que c'est un dossier très, très chaud en ce moment. Et il y a des rumeurs qui indiquent qu'on pourrait même avoir une entente ou enfin des développements importants au cours des prochains mois au sujet du financement fédéral de la santé. Alors, c'est un dossier vraiment en ce moment qui est essentiel au Canada dans la vie politique fédérale et dans les provinces. Et finalement, je vais parler du débat sur la péréquation et surtout les critiques envers la péréquation et un référendum qui a eu lieu en Alberta récemment au sujet de la péréquation et essayer de comprendre ces réalités, les défis qui se posent, peut-être certaines solutions potentielles. Mais je vais commencer par, ça a été déjà discuté un peu, l'architecture du fédéralisme fiscal au Canada, si on prend les grands transferts fédéraux, le TCS, évidemment, transfert canadien en matière de santé, transfert canadien en matière de programmes sociaux, c'est le TCS, d'ailleurs, j'ai une erreur ici. Le transfert canadien en matière de santé, c'est vraiment le plus gros. Et proportionnellement, sa taille a augmenté plus rapidement que celle de la péréquation et du TSC au fil des ans. Et donc, on est avec quand même beaucoup d'argent alloué, comme on l'a dit plus tôt, depuis les années Harper, par capita. Mais avant, il y avait une formule de péréquation interne de redistribution pour ce qui est du TCS, mais ça a été aboli durant les années Harper. Je pense que l'élément le plus controversé ici sur le plan politique, ce qui divise davantage les provinces entre elles, c'est la péréquation, parce que c'est un jeu à somme nulle. Il y a des provinces qui reçoivent la péréquation et d'autres qui n'en reçoivent pas. Toutes les provinces dans l'histoire du pays, puis dans l'histoire de la péréquation, le programme a été créé en 1957. Toutes les provinces ont déjà reçu de la péréquation, au moins pendant quelques années.
Mais l'Alberta n'a pas reçu de paiement de péréquation depuis le début des années 60. L'Alberta, c'est la province la plus riche. Et c'est là aussi où la péréquation a suscité beaucoup de critiques au fil des ans, y compris récemment. Et donc, c'est un jeu à somme nulle, en ce sens que même si c'est important, c'est 22 milliards de dollars en 2022-2023, mais donc c'est environ la moitié, l'équivalent du TCS, mais il y a seulement la moitié ou 5 ou 6 provinces qui en reçoivent en ce moment. 5, et là, l'Ontario va en recevoir un peu, donc ça va être 6, qui se partagent ces sommes. La péréquation, je vais y revenir plus tard, mais c'est un programme aussi qui est très mal compris par les citoyens et je dirais même par les élus politiques. Je vais vous raconter une petite anecdote un peu plus tard, et ça alimente aussi la controverse. Donc, je vais commencer avec l'impact de la pandémie. Le Canada a réagi au niveau fédéral de façon très rapide. On a adopté de nouvelles mesures temporaires dans le contexte de la péréquation qui ont fait augmenter de façon dramatique le déficit fédéral en 2020. Par exemple, la PCU, Prestation canadienne d'urgence, un programme massif sans précédent sur le plan fiscal où on envoyait des chèques aux gens avant de vérifier même s'ils étaient éligibles aux prestations, ce qui a d'ailleurs causé des problèmes un peu plus tard et qui en cause toujours aujourd'hui. Donc, on a vu vraiment le gouvernement fédéral qui, malgré le contexte d'un Parlement minoritaire, a réussi à faire passer très rapidement des mesures d'envergure, mesures temporaires, mais vraiment pour éviter une catastrophe économique avec la dégradation des conditions économiques là, en mars et avril 2020. Si vous regardez les chiffres, l'augmentation rapide du chômage sans précédent, encore là, en un mois, où le chômage a presque triplé en un mois. Donc, il y avait une urgence et le gouvernement fédéral a joué un rôle massif, ce qui a d'ailleurs été une bonne nouvelle pour les provinces. D'ailleurs, parce que aussi ces prestations-là certaines de ces prestations sont taxables et les provinces n'ont pas eu à faire cet effort fiscal-là. Mais évidemment, les provinces, même s'ils ont reçu des transferts supplémentaires d'Ottawa en matière de santé notamment, ont quand même aussi peiné. Et la crise du système de santé qui existait déjà, où les problèmes dans le système de santé ont été exacerbés par la pandémie. Hein. Il y avait déjà des problèmes dans le système de santé, des listes d'attente, des problèmes dans les urgences avant la pandémie, mais la situation est encore pire aujourd'hui. Mais ce qui est clair, quand on parle de la pandémie, il y a eu beaucoup de mesures temporaires, mais sur le plan du fédéralisme fiscal, il n'y a pas eu de réforme permanente ou de changement permanent important de l'architecture du fédéralisme fiscal au Canada. Avec les deux grands transferts et le système de péréquation, il y a eu pas encore, en tout cas, de changement permanent. Là, on se penche vers la péréquation parce qu'il va falloir bientôt soit renouveler la formule ou l'altérer. Et aussi, pour ce qui est du financement de la santé, le débat fait rage en ce moment. Il y a des négociations, des discussions, en tout cas, derrière de portes closes entre les provinces, les territoires et Ottawa. Mais pour le moment, il y a une sorte de stagnation à ce niveau-là sur le plan des réformes. Et je pense que la santé, c'est là où, si vous avez qu'à ouvrir n'importe quel journal ou vous regardez les infos à la télé, vous allez voir, on parle beaucoup de santé. C'est le cas même, souvent, la couverture médiatique au Canada anglophone, au Québec, c'est assez différent. Mais là, vous regardez Radio-Canada et CBC, ou TVA francophone et CTV, vous allez voir qu'on parle beaucoup de santé au Québec et ailleurs au Canada, peu importe la langue, et les problèmes sont similaires à travers le pays. Il y a des différences entre les provinces, mais on a un système de financement des soins de la santé qui a débuté, comme ça a été expliqué un peu plus tôt, en termes de financement partagé dans l'après-guerre, 1957 pour l'assurance hospitalisation, 1966 pour ce qui est de l'assurance médicale. Mais en 1977, on est passé d'un financement partagé où Ottawa payait à peu près 50% des coûts pour les dépenses approuvées, à un système, une logique de financement global, en anglais block grant, hein, donc où Ottawa transfère des sommes prédéterminées. Donc, en espèces, c'est aussi
à l'époque, on a transféré de l'espace fiscal, des points d'impôt. Hein? Et ça, c'est très important. Il y a eu évidemment d'autres changements significatifs au fil des ans dans le financement de la santé et dans le fédéralisme fiscal en général. Le budget de 1995, et les gens dans les provinces s'en souviennent, hein? Ça a été un budget d'austérité où on a coupé les transferts vers les provinces et aussi on a créé transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux. Et la logique de subvention globale ici, en fait, a été accentuée. Et donc, c'est un changement important. Si on prend le transfert canadien en matière de santé, en fait, en tant que tel, il est assez récent, mais il dérive du transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux. Les deux ont été séparés. Et il y a eu un accord important donc, en matière de santé au milieu des années 2000 sous Paul Martin, et donc gouvernement libéral. Mais c'est la dernière fois où on a eu une entente globale sur les transferts de santé entre Ottawa et les provinces, parce que le gouvernement Harper a unilatéralement vraiment changé la façon dont on calcule les augmentations du transfert canadien en matière de santé. Le gouvernement Trudeau a continué dans cette voie-là, mais il y a aussi des accords bilatéraux en 2017 entre Ottawa et les provinces dans certains domaines spécifiques, dans les soins de longue durée, santé mentale, par exemple. Et ces accords-là doivent être renégociés, d'ailleurs. Ils ont été prolongés d'1 an, mais normalement, il faut les renégocier. Et ça, c'est aussi un enjeu qui est moins discuté dans les médias, mais qui est important. Donc, depuis les années Harper, depuis qu'on a fait les révisions, on les a annoncées, on a donc une croissance annuelle du TCS qui est liée à une moyenne mobile sur 3 ans du PIB nominal avec un seuil d'augmentation minimal de 3% par année. Donc, c'est moins généreux, évidemment, que ce qui avait été négocié durant l'ère Martin. Et les provinces, évidemment, veulent beaucoup plus d'argent parce que les demandes sur le terrain, les dépenses de santé, on l'a vu plus tôt, Marcelin a montré les chiffres et d'autres, les dépenses de santé dans les provinces augmentent très rapidement. Plus de 5% par année. Et c'est en 30 à 40% des budgets provinciaux et territoriaux. Donc, les provinces veulent augmenter sans condition et de manière récurrente, donc permanente, les transferts fédéraux et qui représentent, selon eux, selon les provinces et territoires, 22% des coûts, augmenter ça à 35% des coûts. Mais en fait, Ottawa réplique que si on prend en considération les points d'impôt, l'espace fiscal qui a déjà été accordé par le passé, le fédéral couvre déjà l'équivalent de 35% des dépenses. Mais 35%, même si c'était le cas, on est loin des 50% à l'origine du système. Hein? Donc, je pense qu'il y a une reconnaissance de la part du gouvernement fédéral qui fait face à des pressions importantes, non seulement des provinces et des territoires, mais maintenant aussi du NPD, parce que Jack Meeting, qui a une entente législative, le NPD, une entente législative avec les libéraux, a commencé à hausser le ton. Parce que Jack Meeting est perçu comme étant un peu l'ombre de Justin Trudeau. Et là, il a décidé, pour des raisons électorales, je pense, de commencer à hausser le ton. Et ça, c'est un problème pour les libéraux, parce qu'évidemment, beaucoup d'électeurs libéraux ont déjà voté pour le Parti néo-démocrate et vice-versa. Il y a quand même le Parti libéral sous Justin Trudeau est vraiment devenu un parti de centre-gauche qui chasse sur les terres du NPD. On l'a vu très clairement durant même la campagne de 2015 et depuis. Et donc, je pense que la tension augmente et que peut-être pas une entente, mais en tout cas qu'une augmentation, une amélioration, si on veut, des conditions pour ce qui est du transfert canadien de la santé pourrait se produire au cours des prochains mois, mais ce ne sera pas ce que les provinces demandent. Ça, c'est à peu près certain. Là. Et je pense que Ottawa va continuer à peut-être diviser pour régner avec des ententes bilatérales dans des domaines connexes comme les soins de longue durée. Et ça, c'est une stratégie qui a été adoptée, comme je l'ai expliqué, en 2017.
Et donc, on va en parler encore beaucoup au cours des prochains mois de ces négociations sur le financement de la santé. Toutes les provinces et territoires sont d'accord qu'il faut évidemment plus d'argent. Il n'y a pas de compétition entre elles à ce niveau-là parce qu'elles bénéficieraient toutes d'une augmentation accélérée du TCS. Et ça, c'est un contraste important avec, évidemment, ce qui se passe dans le domaine de la péréquation. Et bon, quand on parle des ententes bilatérales, hein, diviser pour régner, ça, c'est important aussi. C'est une stratégie du gouvernement fédéral. On ouvre la porte, si on veut, à de l'argent supplémentaire, mais on commence à signer des ententes avec des provinces qui ont vraiment beaucoup besoin d'argent. Et ensuite, ben, les autres provinces, graduellement, emboîtent le pas. C'est ce qui s'est passé il y a 5 ans. Et là, on va voir si cette logique-là va continuer et va même être exacerbée au cours des prochaines années. Et on va voir comment ça fonctionne en parallèle avec une augmentation potentielle du transfert canadien en matière de santé. Pour ce qui est de la péréquation, alors là, sur le plan politique, la dynamique est très, très différente. Comme dans le domaine de la santé, les provinces n'ont aucun droit de veto ou formellement, le gouvernement fédéral décide de la péréquation, on n'a pas à négocier avec les provinces à ce sujet-là. C'est le cas dans la santé aussi, mais la santé, c'est différent parce qu'on a eu des accords précédemment dans le domaine. Mais sur la péréquation, parce que c'est un jeu à somme nulle, parce que la redistribution en matière de péréquation, elle est explicite. Il y a des provinces qui ne reçoivent pas de péréquation, il y a des provinces qui en reçoivent. Et ça, c'est en soi, évidemment, c'est sur le plan politique, c'est une logique très différente que la santé où toutes les provinces reçoivent de l'argent per capita. Donc, le but de la péréquation, ce qui est intéressant avec la péréquation, et c'est un aspect, c'est unique dans le fédéralisme fiscal au Canada, c'est que la logique de la péréquation est enchâssée dans la Constitution, hein, l'acte constitutionnel de 1982. On a l'idée que la péréquation est nécessaire pour que les provinces puissent offrir des niveaux comparables de services publics à un taux d'imposition comparable. Cette constitutionnalisation de la péréquation, c'est un moment politique important, mais en même temps, dans la Constitution, on n'explique pas comment la formule de péréquation doit fonctionner ou même comment le programme de péréquation devrait fonctionner. Ça reste très vague, évidemment. Ce n'est pas une constitution de style brésilienne, comme la constitution brésilienne qui est très spécifique dans certains enjeux fiscaux et de protection sociale. On n'a pas ça au Canada. Mais c'est quand même le principe de la péréquation est enchâssé dans la Constitution. Bon, on a des provinces qui reçoivent la péréquation. Ces 5 provinces-là, on devrait acheter l'Ontario, qui va en recevoir aussi un peu. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 provinces qui ne reçoivent pas de péréquation en ce moment, dont l'Alberta qui n'a pas reçu de péréquation depuis le début des années 60. Il y a certaines provinces qui ont toujours reçu de la péréquation à chaque année, notamment le Québec. Le Québec, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba. Et il y a des provinces qui en ont reçu de façon, je dirais, temporaire, qui en reçoivent plus, comme la Saskatchewan ou la Colombie-Britannique. Et il y a des provinces, comme je l'ai expliqué, l'Alberta, qui, elle, n'en a pas reçu depuis très longtemps. Il y a un débat politique sur la péréquation. On entend surtout parler de ça dans l'Ouest parce que il y a eu un débat, je dirais, central sur la péréquation à la fin des années Martin et au début des années Harper, où on a eu une commission d'experts, un rapport des changements à la formule de péréquation, des changements importants. Et ensuite, on a eu ce plafond qui a été adopté. Mais depuis plus d'une décennie, il n'y a pas eu de changement significatif à la formule de péréquation en tant que telle. C'est la même formule qui a été reproduite. Qu'on doit examiner à chaque 5 ans, mais la dernière fois que le gouvernement Trudeau a agi en ce domaine, ils ont simplement renouvelé la formule de péréquation sans même en discuter avec les provinces. Parce que la péréquation s'est perçue sur le plan politique comme une boîte de Pandore. Quand on se met à parler de péréquation, ça veut dire qu'il va y avoir de la bisbille, parce que c'est un jeu à somme nulle. Les provinces qui en reçoivent, il y en a qui voudraient en recevoir plus. Les provinces qui n'en reçoivent pas ne sont pas toujours contentes non plus. Certains ne se plaignent pas trop, mais d'autres, comme je vais le démontrer, utilisent la péréquation comme arme politique contre Ottawa, mais aussi contre le Québec, et on le voit en Alberta. Jason Kenney, premier ministre conservateur, qui n'est plus maintenant au pouvoir, qui a été remplacé par Daniel Smith récemment,
a organisé en octobre 2021 un référendum provincial sur la péréquation pour demander aux Albertains s'ils voulaient que le gouvernement du Canada élimine la péréquation, le principe de la péréquation de la Constitution fédérale. Donc, c'est un référendum qui, le oui l'a emporté parce que la péréquation n'est pas est contestée en Alberta. Il faut dire que beaucoup de gens ne comprennent pas comment ça fonctionne, hein? Mais le oui l'a emporté, mais il y avait une participation faible au référendum pour que sa légitimité politique était limitée. Et aussi, Jason Kenney sait très bien que l'Alberta en tant que tel ne peut pas retirer la clause sur la péréquation de l'acte constitutionnel de 1982 de façon unilatérale. Donc, c'était du bluff politique pour, d'après Jason Kenney, augmenter je dirais, le pouvoir de négociation de l'Alberta face au gouvernement fédéral, mais aussi face au Québec. Parce que, comme on l'a montré avec André Lecourt et Olivier Jacques dans un article qu'on a publié l'an dernier dans Regional Studies, les sondages sur la péréquation montrent que les sentiments négatifs envers la péréquation sont souvent corrélés à des sentiments négatifs envers le Québec. Parce que le Québec, c'est la province qui, en termes absolus, reçoit le plus de péréquation. Parce que c'est aussi souvent la province la plus grosse sur le plan de la population. Évidemment, per capita, le Nouveau-Brunswick et le Manitoba même reçoivent plus que le Québec. Mais dans l'Ouest, surtout en Alberta, en Saskatchewan, où il y a une sorte d'envie envers ce qu'on considère comme étant le pouvoir politique qu'on juge disproportionné du Québec au sein de la Fédération, on se dit, ah oui, mais le Québec, à cause de leur référendum sur la souveraineté, à cause de la menace souverainiste, ils ont obtenu plus d'argent, ils obtiennent des meilleurs, ils ont un rôle important. Et en plus, évidemment, il y a beaucoup d'insatisfaction par rapport au gouvernement Trudeau. Et Trudeau est un Québécois, en fait. Il est député ici à Montréal. Et donc, on associe Trudeau au Québec et la péréquation à Trudeau et au Québec. Et donc, c'est un mélange un peu explosif sur le plan politique. Je ne pense pas que ce débat-là va aller nulle part sur le plan des décisions politiques. Mais la péréquation, il y a des problèmes au niveau de la façon dont le programme fonctionne. Les inégalités entre les provinces ont diminué au cours des dernières années, mais là, elles devraient augmenter à nouveau parce que l'Alberta, à cause de l'augmentation des prix du pétrole, qui est une province pétrolière, est en train de s'enrichir à nouveau et a des surplus budgétaires et sa capacité fiscale, qui avait baissé, est en train de remonter. Et donc, les inégalités interprovinciales qui avaient diminué vont réaugmenter et ça va jouer un rôle important dans le débat sur la péréquation. En conclusion, on a deux dynamiques intergouvernementales très différentes ici, où toutes les provinces et les territoires s'unissent pour demander plus d'argent à Ottawa. Ottawa qui a tendance à discuter pour régner avec des ententes bilatérales et aussi d'en faire le minimum possible pour ce qui est du transfert canadien en matière de santé et mettre l'accent sur des transferts temporaires dans le contexte de la pandémie. Dans le cas de la péréquation, c'est une mobilisation, je dirais, en ce moment qui est régionaliste, qu'on voit en Alberta, mais aussi dans la province voisine de la Saskatchewan, où le discours, je dirais un discours très critique envers le gouvernement Trudeau, mais aussi envers le Québec, et foisonne. Et je pense que c'est un enjeu politique dont on ne parle pas beaucoup ici au Québec, ironiquement. Et je pense que c'est moins important pour le gouvernement fédéral que le débat sur la santé, en partie parce que le gouvernement Trudeau, en ce moment, Trudeau, ils ont seulement 2 députés en Alberta et 0 en Saskatchewan. Saskatchewan, tous les députés sont conservateurs, les 15. En Alberta, il y a seulement 2 députés libéraux. Donc, pour eux, politiquement, ce n'est pas très important sur le plan électoral, alors que le Québec, c'est vital sur le plan électoral pour les libéraux. Et donc, je pense que sur la péréquation, on n'écoutera pas les demandes de la Saskatchewan et de l'Alberta. Pour ce qui est de la santé, je pense que dans le prochain budget, on pourrait avoir plus d'argent pour la santé, mais pas ce que les provinces demandent. Et donc, le débat va continuer. Je pense qu'on va parler encore du financement de la santé dans 10, 15, 20 ans. C'est pas terminé et c'est un enjeu fondamental au Canada. Merci beaucoup.